Sommes-nous sortis de la zone de danger concernant la déflation? En première analyse, non. Non, lorsque l'on rapproche l'évolution de l'inflation sous-jacente, hors éléments les plus volatiles, énergie, produits agricoles, de l'ampleur des impulsions monétaires non conventionnelles menées de part et d'autre de l'Atlantique et du Pacifique. Cette vague de déversement de liquidités est maintenant plutôt derrière nous que devant, sans qu'elle ait eu raison de la déflation rampante. De deux choses l'une, soit ces politiques ont été efficaces, et cela signifie que les forces déflationnistes sont virulentes et restent donc menaçantes, soit elles sont inefficaces, et cela signifie que la grande modération est une composante structurelle. Non, ensuite, lorsque l'on observe l'inflation anticipée par les marchés à moyen et long terme, que l'on peut déduire de l'évolution des rendements des obligations indexées. Ni aux États-Unis, ni en Europe, les banques centrales ne sont parvenues à réancrer de façon probante les anticipations. Non encore, lorsque l'on prend un abord large de l'inflation, en y intégrant le prix des actifs. L'inflexion programmée des politiques monétaires à moyen terme crée un horizon défavorable à la valorisation des actifs et aux effets de richesse donc. Non, à nouveau, lorsque l'on élargit le champ géographique. Ce que l'on constate alors, c'est que la vague de stabilisation bien précaire de nos dynamiques de prix dans le monde avancé a été obtenue en exportant le germe déflationniste vers les économies émergentes, à l'exception de celles comme le Brésil qui sont piégées dans une spirale de dévaluation. La guerre du change ne fait que diffuser le germe de la déflation à échelle mondiale. L'inflation monde continue ainsi à décélérer, semblant entériner le scénario de japonisation du monde. Non toujours si l'on considère que cette déflation exportée des pays avancés vers les émergents a de fortes chances de nous revenir dessus. Ces derniers, notamment la Chine, sont maintenant engagés dans un processus de dévaluation compétitive qui risque d'engendrer une nouvelle contagion de baisse des prix à échelle mondiale. Non, enfin, si l'on prend en compte la dimension non monétaire de l'inflation zéro et que l'on prend notamment la mesure de la dimension technologique de la désinflation. Les gains de productivité liés au numérique se concrétisent en amélioration de la qualité et en rationalisation des process pour un prix inchangé des produits dans les secteurs moteurs de l'économie. Ce processus n'est pas prêt de s'arrêter si l'on scrute de près les pressions sur les prix que l'on observe dans la plupart des secteurs. Bref, on ne voit pas ce qui peut faire sortir l'économie mondiale du fil du rasoir déflationniste. Et l'on a beaucoup de raisons de craindre une nouvelle rechute si la croissance venait à ralentir davantage. Gros bémol cependant, car il y a toujours des oui mais en économie, c'est que les pays les plus avancés dans la restauration de leur potentiel de croissance et dans le rééquilibrage de leur marché du travail semblent avoir pris conscience que la seule issue au spectre déflationniste résidait dans l'évolution positive des salaires. États-Unis, Royaume-Uni et Allemagne redécouvrent en même temps les vertus du salaire minimum. Pointent au même moment les dangers de flécher trop d'incitations sur les petits jobs dépréciés et les entreprises qui les rémunèrent. Ils le font au moment où leur marché du travail se rapproche numériquement du plein emploi et pour éviter que la dépréciation de la structure des qualifications ne pénalise davantage leur productivité et leurs débouchés internes. L'inflexion est timide, trop timide même, mais c'est la seule qui peut nous arracher du siphon de la déflation mondiale.